Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Hiroshima, le lundi 6 août 1945. Le soleil s'est déjà levé depuis longtemps sur la ville. C'est un jour de plus dans une guerre qui donne l'impression de ne jamais finir. Avec un pouvoir japonais qui, vous le savez, s'est engagé dans ce conflit mondial aux côtés de l'Allemagne nazie. Or, entre-temps, l'Allemagne nazie a été vaincue. Mais les Japonais, eux, n'ont pas l'intention de céder face aux Alliés. Il y a d'abord ce nationalisme forcené de l'Empire du Levant. Il y a les enjeux diplomatiques qui sont colossaux, c'est vrai. Et puis, il y a cette haine ancrée entre les belligérants et tout ça prolonge l'horreur pour la population civile, une population qui est soumise aux pires privations et à un effroi qui va faire que croître. L'étau s'est resserré. Il est maintenant très resserré sur l'archipel japonais. Il y a 300 000 habitants environ, un petit peu moins à Hiroshima. Ils ont appris à vivre avec le cri hurlant des sirènes. À tout instant, ces sirènes peuvent se mettre à gémir pour annoncer un bombardement, pour annoncer des destructions localisées, imprévisibles, comme ça a été le cas pour d'autres villes du pays. Et pourtant, que voulez-vous, la vie continue dans les rues d'Hiroshima. Ce 6 août, les travailleurs du matin quittent déjà leur domicile pour aller rejoindre leur poste. Et parmi eux, un homme de 29 ans, il s'appelle Tsutomu Yamaguchi. Il a le visage un peu large, la mine sérieuse. C'est un ingénieur. Il n'est pas originaire d'Hiroshima. Lui, il vient du sud du Japon. Il est en déplacement depuis quelques semaines dans le quartier portuaire de la ville. Chez Mitsubishi, il fait partie des équipes qui ont été mobilisées pour la fabrication de bateaux pétroliers. Ça, c'est tout à fait essentiel si le Japon veut pouvoir poursuivre l'effort de guerre. Pour tout dire, cette journée d'été, je vous rappelle, nous sommes le 6 août. Cette journée est la dernière pendant laquelle Tsutomu est censé travailler à Hiroshima. Après un faux départ matinal, il est un petit peu en retard pour prendre son poste. Il doit effectuer une partie du trajet à pied. Bref, le voilà qui traverse un paysage assez verdoyant. Il est vêtu d'une chemise claire. Il voit déjà le chantier naval. Il est plus très loin. Ce qu'il ignore, notre Tsutomu, à ce moment-là, c'est que un avion américain, exactement à ce moment, un avion américain qui arrive de loin au sud-est est en train de progresser à toute vitesse dans le ciel. Cet avion se rapproche d'Hiroshima. L'arsenal qu'il transporte n'a rien à voir avec des obus classiques, non. Là, ce qu'a embarqué cet avion, c'est une bombe d'un genre nouveau. Une bombe capable de détruire non pas un simple bâtiment, ni même tout un quartier, comme on en a vu tellement pendant cette Seconde Guerre mondiale. Non, cette bombe-là peut anéantir toute seule une ville entière. À ce moment précis, quelques minutes après 8 heures du matin, Tsutomu, comme les centaines de milliers de personnes présentes à Hiroshima, ne sait pas qu'il est en train de faire face au plus invraisemblable des dangers. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour lui, pour notre homme, là, cette marche matinale n'est pas tout à fait sereine, on l'a dit, le contexte est lourd, et puis il y a quand même un détail qui bientôt va attirer son attention. Dans Nagasaki, The Massacre of the Innocent and Unknowing, Craig Colley nous dit « Tsutomu Yamaguchi retira sa veste et remonta ses manches. Un autre jour d'une chaleur oppressante était en cours. Il traversa un petit pont au-dessus d'un ruisseau. Alors qu'il longeait des champs récemment plantés de patates douces, il remarqua une femme qui marchait face à lui, vêtue d'un monpe noir. À cet instant, il entendit le faible bourdonnement d'un avion haut dans le ciel. Lui et la femme levèrent les yeux en l'air pour voir s'ils pouvaient le repérer. Et l'ingénieur aperçoit 2 petits parachutes clairs dans les airs, là-bas, tout à fait au loin. Autant dire que les Américains ont largué quelque chose qui est en train d'approcher du sol, sans que l'ingénieur le sache. Ce qui est en train de descendre, ce sont des petits appareils de mesure dont le but est de renseigner les pilotes sur l'impact précis qu'aura la bombe qui doit suivre. Et en effet, c'est maintenant tout à fait imminent, vous l'avez bien compris. Aux alentours de 8h15, le temps s'arrête pour Tsutomu. Voilà une lumière intense, incompréhensible. Cette lumière le saisit tout entier. C'est une explosion
irréel. Instinctivement, nous dit Craig Colley. Il se couvrit les yeux avec les doigts, boucha ses oreilles avec ses pouces et se jeta sur le sol face contre terre. La femme qu'il avait remarquée courut en panique dans l'un des champs de patates. Tsutomu fut touché par une déflagration destructrice qui l'enveloppa. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. La terre s'est mise à convulser, le soulevant d'un demi-mètre. Et un souffle puissant s'est propagé sous lui. Il retomba à plat sur le sol, hébété. Quand Tsutomu se relève, on peut dire qu'il a l'impression d'être dans un autre monde, à l'ombre d'un gigantesque panache de fumée. Il faut imaginer ce qu'il découvre, complètement effaré, un paysage, ce paysage qu'il avait sous les yeux, là, quelques secondes avant, ce paysage est complètement défiguré. La ville qu'il s'apprêtait à rejoindre est maintenant un champ de dévastation, avec au-dessus cette espèce de brouillard effrayant. Une immense partie des constructions humaines a été soufflée. Bientôt, il croise une femme touchée grièvement qui crie sa douleur, comme pour repousser la mort qui s'approche. Tsutomu, lui, va devoir tenter de rester debout au milieu de l'enfer. Vous écoutez Radio Classique. Au moment où a eu lieu l'explosion de cette bombe d'Hiroshima, Tsutomu était à environ 3000 mètres. D'ailleurs, vous savez que la bombe n'a pas explosé au sol, elle a explosé à quelques centaines de mètres d'altitude. Le hasard de la position de cet homme lui a donné cette possibilité étonnante de n'être pas tué sur le coup, contrairement à tant d'autres de ses compatriotes qui ont été littéralement fauchés. Alors il est là, hagard, que faire? Que faire après un tel désastre? Il est blessé lui-même. Des pans de sa peau ont été marqués par ce souffle brûlant qui d'un coup l'a enveloppé, y compris son visage d'ailleurs, dont une partie est une sorte de blessure à vif. Et malgré la douleur, et malgré l'effroi, bien sûr, peut-être d'abord et avant tout, et malgré cette confusion qui s'est emparée des survivants, il avance. Et au bout d'un moment, c'est une averse qui s'abat sur lui. Et les gouttes transportent leur lot de poison. Elles sont étranges, elles sont sombre. Tsutomu a de quoi hésiter, de quoi être terrifié par tout ce qu'il voit, mais il finit toujours par reprendre sa route et chaque mètre vaincu lui donne à la fois un sentiment d'espoir et un peu plus d'affliction. Enfin, au bout de longs efforts, après quelques péripéties sur lesquelles on ne va pas nous attarder, l'ingénieur va croiser des personnes qu'il connaît. Il y a 2 membres de son équipe de Mitsubishi qui sont, comme lui, originaires du sud du Japon. On imagine la gravité de leur discussion. Au-delà de la catastrophe qu'ils viennent de vivre, ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire. Une priorité ressort comme un réflexe. Il faut trouver un moyen de regagner leur région d'origine. On pourrait presque dire que c'est un réflexe naturel dans un moment comme celui-là. Et donc, le jour qui va suivre l'explosion, le 7 août 1945, ils décident de tenter leur chance à la gare d'Hiroshima. Ils ont entendu parler d'un éventuel train. Ça leur impose quand même une marche plus que pénible dans une ville qui n'est plus qu'une espèce de tas de cendres, un gigantesque cimetière. Ville où s'activent tant bien que mal les secours complètement dépassés par ce carnage impensable, au-delà de l'absurde. Le documentaire d'Hidetaka Imatsuka, qui s'appelle Twice, et qui a reconstitué ce que Tsutomu a vécu, précise: les 3 rescapés parcourent près de 4 kilomètres dans le champ de ruines d'Hiroshima. Tsutomu a enveloppé son bras gauche dans un linge, mais ses brûlures purulentes sont terriblement douloureuses. Quand les 3 hommes atteignent le fleuve Ota, une vision d'enfer s'offre à eux. D'innombrables corps dérivent à la surface des eaux. Je parlais juste avant cette émission avec Pierre-Louis Lancel, qui l'a préparé, et qui me disait qu'il nous a fait grâce dans tous les détails qu'il a relevés des descriptions les plus atroces, car évidemment, cette bombe, cette explosion d'Hiroshima a créé un désastre humain quasiment indescriptible, qui va hanter d'ailleurs la mémoire des survivants. Bref, notre ingénieur et ses camarades n'abandonnent pas pour autant leur objectif. Avec un des deux,
avec ses deux compagnons, il va arriver, Tsutomu, devant un pont ferroviaire qui est encore en partie debout. C'est par là qu'il va bien falloir passer de toute façon. Et puis, la gare est là, bondée de pauvres hères qui, comme eux, ne rêvent que de fuir cet enfer. Et là, Tsutomu, en dépit du triste état qui est le sien, va avoir le soulagement de trouver un train en partance pour le sud. Incroyable, cette organisation japonaise qui, dans un tel désastre, essaie de maintenir ce qui peut encore l'être. Et malgré la foule qui voudrait prendre ce même train, il va réussir à y entrer et il va réussir même à s'y asseoir, soulagement, alors qu'il ne se sent pas bien du tout. Son corps lutte pour se défendre contre des inflexions multiples qui le menacent. Bref, ça y est, le départ a lieu, Tsutomu et son collègue vont pouvoir retrouver les leurs au bout de très longues heures de voyage, un train qui avance comme il peut et qui les éloigne de l'horreur, ou du moins c'est ce qu'ils pensent, parce que il y a une chose que je vous ai pas encore dite et qui mérite quand même d'être précisée, c'est que la ville que regagne Tsutomu s'appelle Nagasaki. Après avoir vu un médecin, Tsutomu rentre chez lui à Nagasaki. Quand sa mère le retrouve, elle a un moment de doute, malgré le travail du pouvoir japonais pour éviter que la tragédie d'Hiroshima ne soit connue à travers le Japon. La nouvelle est quand même parvenue à peu près partout, y compris dans la région de Nagasaki, et les proches de Tsutomu se rongeaient les sangs. Ils étaient convaincus qu'il faisait partie des innombrables victimes. Alors, sa mère a soupçonné le fils blessé d'être un fantôme. On est dans ce Japon, en plus un Japon particulièrement troublé. Mais est-ce toi ou est-ce ton fantôme? Non, il la détrompe. Oui, c'est bien moi, je suis vivant. Et le jeune ingénieur va retrouver aussi sa femme qui s'appelle Hisako, ainsi que leur enfant qui est un petit garçon, encore un bébé, disons-le. Il va pouvoir se reposer, il va pouvoir être là, tranquille, veillé par ses proches, mais en dépit de son état précaire, il n'a pas l'intention de s'éterniser dans son lit. Je cite encore Craig Collie, c'est tellement nécessaire de suivre ce qui s'est passé. Tsutomu Yamaguchi était un employé consciencieux, nous dit-il. Un travailleur modèle dans un temps d'immenses difficultés nationales. Le jour après son retour à Nagasaki, il s'est présenté sur son lieu de travail au chantier naval. Couvert de bandages, il avait toujours des douleurs, même si elles s'étaient un petit peu modérées. En même temps, les retrouvailles avec sa famille avaient apaisé son angoisse psychologique. Évidemment, alors qu'il paraît dans l'immeuble de sa compagnie, Tsutomu intrigue ses collègues. Mais alors, c'était comment? Sa tête est enserrée de bandes blanches, tout le monde parle de ça, et quand il s'explique, certains le soupçonnent de livrer un récit exagéré de ce qui a bien pu se passer à Hiroshima. Une dévastation si brutale, si rapide, on n'avait jamais vu ça. Jamais aucune bombe de ce genre n'avait explosé nulle part, et vous pouvez faire confiance aux organes de presse japonais pour ne pas s'être étendu sur la question. C'est difficile à croire. Votre cerveau a été secoué. Voilà ce qu'on lui dit. Vous en rajoutez sur ce qui s'est passé. Tragiquement, ce qui va attester les propos de Tsutomu, c'est pas un argument bien senti. Non. C'est une preuve impitoyable qui est en train, au même moment, de tomber du ciel au-dessus de Nagasaki. Franck Ferrand sur Radio Classique. 9 août 1945, Tsutomu est au travail, il est en train donc de discuter avec ses collègues et voilà que vers 11 heures, une lumière infernale envahit de nouveau son champ de vision. Oh, cette lumière, il l'a vécue déjà, elle annonce de nouveau l'imminence d'un souffle destructeur. Alors, avec le peu de temps, le temps infime dont il dispose, Tsutomu va essayer de trouver refuge sous un meuble, et puis ça y est, l'horreur recommence, et d'un coup, une force inimaginable, brûlante, irradiante, comment la décrire, une force invincible, envahit tout. Lorsque Tsutomu reprend conscience, dit-on dans le documentaire Twice, les bandages qu'il avait sur le visage ont disparu, ses plaies ne sont plus protégées, elles sont couvertes d'une sorte de poussière, puis, comme dans un cauchemar récurrent, il voit s'élever le même nuage en forme de champignon qu'il avait vu dans le ciel d'Hiroshima 3 jours plus tôt. De nouveau, Tsutomu va réussir à dépasser l'espèce de souffrance, d'abord physique évidemment, mais aussi psychologique. Il sort, il arrive à s'extirper de l'immeuble, comme 2 jours auparavant, il était à environ 3000 mètres de l'explosion. Avouez que c'est tout à fait incroyable.
Il sait plus très bien ce qu'il fait, mais il a le réflexe au bout d'un moment de s'engouffrer dans un autre bâtiment qui est un petit peu éloigné en hauteur. Il a sans doute besoin de temps pour réaliser ce que le hasard le plus cruel qu'on puisse connaître vient de lui faire revivre. Et quand plus tard il finira par retrouver le chemin de son foyer, ce sera pour découvrir un spectacle atroce, comme l'essentiel de Nagasaki et de ses environs, la maison, sa maison, a souffert, beaucoup souffert du souffle de la bombe américaine. Sa femme et son bébé sont introuvables et selon le récit de Craig Colley, Tsutomu fouille les gravats, il écarte les débris, il veut les retrouver, sans résultat. Alors il part dans le voisinage, il entre dans un refuge anti-aérien et là, chance incroyable, Isako et son fils sont là. Ils sont vivants. Ils n'ont pas de blessures sérieuses, en tout cas pour ce que l'on peut voir. Il se rassérène un peu, Tsutomu. Il est là, installé maintenant auprès des siens, ses paupières s'alourdissent. Pour le moment, il n'a besoin que d'une chose, c'est de dormir. C'est de se tenir un moment à l'écart de cette réalité tellement atroce qui, en 3 jours, l'a assez maltraité pour plusieurs vies. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comme dans la période qui a suivi l'explosion d'Hiroshima, Tsutomu est dans un état terrible. Plusieurs jours de suite, on va s'inquiéter pour lui. Son état n'est pas brillant. Il va lui falloir environ 8 semaines pour arriver à se remettre à peu près sur pied. Mais il ne fera donc pas partie des 220 000 morts, pour autant qu'on puisse les dénombrer, de ces 2 explosions atomiques successives. Je dis pour autant qu'on puisse les dénombrer parce que les historiens débattent du nombre de victimes de Hiroshima et Nagasaki. Entre-temps, le Japon, vous le savez, a décidé de baisser les armes. Pas la peine d'essayer de résister face à une arme qui est d'un genre tout à fait nouveau. Le 15 août, le pays vaincu reconnaît sa défaite face aux Alliés. Tsutomu va pouvoir reprendre le fil de son existence en dépit des conséquences du drame. Quand je dis les conséquences, d'abord il est partiellement sourd et puis il a des douleurs qui sont assez pénibles. Alors pendant un temps, comme une grande partie des Japonais vaincus, il va travailler pour les Américains et puis plus tard, après avoir enseigné l'anglais, il reprendra ses activités d'ingénieur naval dans un Japon qui, vous le savez, essaiera d'oublier, tourner la page. Et d'une certaine façon, lui aussi, pendant longtemps, pendant des décennies, va essayer d'oublier et de tourner la page pour éviter peut-être aussi d'être mal vu, d'être traité différemment. Il ne fait pas connaître sa double expérience. Il est ce qu'on appelle un ibakusha, c'est-à-dire un de ceux qui ont survécu à la bombe, mais lui n'a pas survécu à la bombe, il a survécu aux bombes, et il va falloir attendre longtemps pour qu'il ose l'avouer. Dans Le Monde, Philippe Pons écrivait, en 2005, il avait commencé à raconter le drame qu'il avait vécu à la suite de la mort d'un cancer de son 2e fils, victime des radiations lorsqu'il était âgé de 6 mois. Et alors, c'est tellement extraordinaire ce qu'il raconte qu'on va multiplier les interviews, il fera même un livre de souvenirs, et puis il va devenir une sorte de pacifiste qui donne des témoignages. Grâce à sa survie, Tsutomu Yamaguchi devient le porte-parole de ceux qui n'ont pas eu de chance. Et comme le montre le documentaire Twice, il s'est investi jusqu'au bout de ses forces, jusqu'au bout de son émotion et de sa vie. Il ne mourra qu'au début de l'année 2010, à un âge tout à fait supérieur à l'espérance de vie dans les pays développés. Même au Japon, où vous savez qu'elle est pourtant très haute, il mourra à 93 ans. Vous écoutez Radio Classique.